Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Fred Constant. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah bah très bien, Ça c'est va? toujours un plaisir d'être sur le plateau. Merci d'être de retour sur le plateau de Face à Face. En effet, vous êtes agrégé de sciences politiques, professeur à l'Université des Antilles, mais aussi auteur d'ouvrages, et notamment du tout dernier, on va voir s'imprimer les couvertures, donc Atlas des Outre-mer. Et alors, vous avez reçu il y a quelques mois pour la géopolitique des Outre-mer. J'ai l'impression que les deux livres, vraiment, sont... l'un est la suite de l'autre, en fait. L'Atlas, avec des cartes, avec une cartographie, d'ailleurs, qui est signée Aurélie Boissière. Et puis, c'est un ouvrage, on va rendre justice à votre travail, géopolitique des Outre-mer et Atlas des Outre-mer. Pour l'Atlas, c'est un ouvrage, en fait, avec plusieurs textes, avec des spécialistes, alors que géopolitique, c'était juste, vous étiez l'auteur. Absolument, Voilà, j'étais voilà. l'auteur intégral. C'est une seconde édition de poche, moins de 2 ans après la première édition. Donc j'en suis assez content, ça montre que l'écoulement du premier s'est passé sans difficulté. Et je l'ai enrichi et actualisé, puisque en 2 ans, il s'était quand même passé pas mal de choses, notamment la réélection du président des États-Unis, sa politique tarifaire, douanière erratique et l'impact qu'elle a sur les pays de la Caraïbe. Et puis aussi de plus en plus des interventions militaires dans notre Mare Nostrum. Et donc il fallait tenir compte de tous ces éléments-là. Notre Caraïbe. Mais alors, quand on parle, revenons un petit peu sur le propos, les Outre-mer, c'est pas seulement les Outre-mer français. C'était, dans la géopolitique des Outre-mer, c'était les Outre-mer de beaucoup de pays. Il y avait une quarantaine de territoires. L'échantillon montait à 50 territoires relevant de 15 pays différents, dont, ce que j'aime à dire, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui disposent tous de territoires que l'on présente comme des territoires d'outre-mer, puisque vous savez que la notion est contestée. Comment on définit d'ailleurs outre-mer? Oui, alors nous, scientifiquement, on parle de juridiction insulaire non souveraine, ou de territoire offshore, ou encore d'entités subétatiques insulaires. Tout ça pour nous départir des connotations coloniales qui se trouvent derrière le terme outre-mer. Et on voit nos députés, notamment, que ce soit Mme Conconne ou Mme Bellé, parler, ou M. Nadeau, parler des pays des océans. Enfin, on essaie d'inventer effectivement une terminologie qui ne soit pas connotée. Tout à fait, ou on peut dire des territoires transocéaniques, des pays transocéaniques, pour bien montrer qu'ils sont en réticulation avec d'autres ensembles. Et les problématiques qui sont les problématiques françaises, notamment qui s'expriment à travers cette recherche-là, sémantique un peu particulière, ce sont les mêmes que pour les autres territoires, par exemple les territoires de, je sais pas, du Danemark, les États-Unis C'est différent parce que la taxinomie administrative est différente dans ces pays. Et je n'ai pas relevé qu'elle suscitait le même débat qu'en France. Certainement parce qu'en France, on a un système, à part la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, comment on va dire ça, de partage des responsabilités différentes. Dans la plupart des autres pays, les territoires d'outre-mer, insulaires, bénéficient d'une autonomie accrue, beaucoup plus importante. Ce qui fait que la question de leur appellation est moins problématique, parce qu'ils sont davantage, si je puis dire, à la tête des décisions qu'ils prennent. Il y a moins de décisions partagées avec les pays qui assurent la souveraineté chez eux. D'accord. Et alors, donc, l'Atlas des Outre-mer, je l'ai dit, donc c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Jean-Christophe Gué, qui est agrégé de géographie. Et alors, donc, c'est un ouvrage qui fait la recension de plusieurs textes dans des domaines, des thématiques différentes. Donc, la diversalité, d'ailleurs, c'est un terme. J'ai relevé 3 termes. Diversalité, diversité et hétérotopie. Je voudrais qu'on commente ces termes, et notamment hétérotopie, qui est un concept qu'on doit à Michel Foucault, si je ne m'abuse. Parlez-nous de ces termes, donc diversalité, diversité, hétérotopie, qui caractérisent pour vous les Outre-mer. Diversalité est clairement repris de l'éloge de la créolité de Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé et Raphaël Confiant. On a voulu signaler, souligner par là l'extraordinaire diversité de ces territoires, à tel point que nous remettons en question la catégorie elle-même
d'outre-mer. Cette catégorie-là, elle ne résiste pas à l'épreuve de la diversité de ces territoires. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, il faut nommer les territoires dont on parle, en disant la Martinique, la Guyane, etc. Parce que les éléments de différenciation l'emportent sur les éléments qui les unissent le plus souvent. Et ça, on a tendance à le nier quand on englobe tous ces territoires dans la même appellation. Et puis pour la notion d'hétérotopie, ça c'est un concept que Jean-Christophe Guay, donc le co-directeur de cet ouvrage, a développé pour montrer que dans ces ensembles, il y a des parties de territoire qui échappent aux lois de notre République. Par exemple, si on prend le plus étendu de tous les outre-mer français, la Polynésie française, de très loin, comme vous le savez, la superficie de la Polynésie française est plus grande que celle de l'Europe entière. Bon. Et donc, il y a des îles ou des îlots, des atolls, où personne ne peut aller sans l'autorisation de l'État. Et pas seulement ceux qui environnent les îles qui ont abrité les essais nucléaires, il y a plein d'endroits comme ça. C'est le cas aussi en Guyane. Et nous avons les cartes où on montre qu'il y a une réserve foncière qui est extraite en quelque sorte de notre droit positif, comme si c'était des territoires hors de la République, en dehors de la République, et dans lesquels l'accès n'est pas autorisé. Donc ce sont des curiosités. Il y a très peu de communication dessus. Souvent, ce sont le ministère de la Défense qui est en première ligne dans ces ministères, dans ces territoires. Et donc, c'est ce qu'on appelle les hétérotopies. D'accord. Et alors, donc, l'Atlas des Outre-mer, donc diversité des Outre-mer, legs colonial, post-colonial, population, diaspora, marginalité, économie, biodiversité, insertion régionale, nouveaux horizons, là pour parler effectivement peut-être des enjeux et de l'avenir. Est-ce que par exemple, si on s'intéresse au chapitre population, diaspora, marginalité, là bon, on s'intéresse aux Outre-mer français, mais globalement, est-ce que les critères ou ce qui caractérise plutôt ces Outre-mer, disons les Outre-mer français, sont les mêmes caractéristiques que pour les Outre-mer, les autres Outre-mer? Oui, il y a quand même... par exemple, la pauvreté, par exemple. Absolument. Il y a... On va prendre deux cas bien distincts. Si on compare Porto Rico, qui est un Outre-mer états-unien, à la Martinique, avec un autre outre-mer plus exotique pour nous, le Groenland, dont l'actualité internationale a montré son importance stratégique, on se rend compte que le pourcentage de pauvreté dans la population est pratiquement identique. C'est-à-dire qu'il est entre 20 et 30%, ce qui est énorme. Porto Rico, vous savez quelles en sont les raisons. Le territoire est en banqueroute financière depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Depuis peut-être 4 ans, il y a un comité composé de hauts fonctionnaires choisis par le président des États-Unis qui assure la gestion financière de Porto Rico. Et, entre parenthèses, pour la première fois, la population de Porto Rico s'est prononcée en faveur de l'annexion du territoire pour qu'il devienne le 51e État de la Fédération des États-Unis. Sauf que c'est le Congrès qui a le dernier mot, malgré la majorité des suffrages exprimés, et le Congrès n'en veut pas, estimant que Porto Rico n'est pas un territoire économiquement viable, sans en savoir l'historique, sans chercher les raisons, et qu'ils n'ont pas envie d'avoir cette charge-là en plus de celle qui existe déjà, parce qu'à Porto Rico, les citoyens Porto Rico, qui sont des citoyens américains, ne disposent pas du même niveau de protection, ni de la Constitution, ni des lois fédérales que les autres Américains. Et ce qui est extraordinaire dans le cas de Porto Rico, c'est qu'un Portoricain qui va sur la partie continentale, quelle que soit la ville, il est restitué dans ses droits. Il a accès aux lois fédérales, à la protection fédérale, etc., ce à quoi il échappe quand il est dans son territoire. Sur Porto Rico. Est-ce que la relation de dépendance est aussi équivalente? Par exemple, on a beaucoup parlé lors des débats et des événements sur la vie chère, de dépendance, notre balance commerciale, beaucoup plus d'importation que d'exportation, et des importations qui font qu'on paie plus cher le prix de ce qu'on consomme. Est-ce que ça caractérise la plupart des territoires, cette dépendance? Ça caractérise vraiment l'ensemble des territoires, avec
quelques exceptions près. Oui. Il est certain que si vous prenez le cas de Hong Kong, c'est différent. Le cas de Macao, qui sont des territoires d'outre-mer chinois, parce que alors Macao, c'est la capitale mondiale de l'industrie des jeux de hasard. Hong Kong était une de 7e, 8e place financière selon les produits bancaires. Donc là, on a affaire à des pays qui brassent une richesse, d'ailleurs souvent fiduciaire, bancaire, financière énorme. Mais dans la plupart des autres pays, c'est le cas, par exemple, si je prends un pays comme le Groenland, qui dispose de réserves en terres rares, en or, en toute espèce de minerais, des réserves colossales, mais qui ne sont pas exploitées pour l'instant parce que, comme vous le savez certainement, le Groenland, c'est 90% de permafrost, c'est-à-dire d'une épaisse couche de glace qui rend l'exploitation de ces ressources trop onéreuse pour le moment, puisqu'il y a la fonte des glaces qui est en cours. Eh bien, ce territoire d'outre-mer, qui pourrait se passer de l'aide du Danemark techniquement, dépend du Danemark financièrement, qui lui verse une dotation chaque année. Il nous reste 1 minute 30. Les Outre-mer dans une France en déclin, c'est moi qui pose la question. La place, vous pouvez contester ce point de vue. On a l'impression que sur la scène internationale, la France est en déclin par rapport à l'ultra-puissance américaine, par rapport à la Chine, par rapport même aux Russes. Est-ce que quelle place les Outre-mer ont dans cette géopolitique? Il est certain que dans un pays dont la voix ne porte plus autant que par le passé, y compris dans un passé récent, les Outre-mer ont encore moins de place. Et c'est pour cela que la seule chance de nous faire entendre, c'est de constituer des forces transpartisanes, de nous mettre d'accord autour d'une plateforme de quelques priorités et de nous battre à Paris pour faire prendre en compte ces priorités. C'est presque un programme politique. Oui, mais on a l'impression qu'il est ancien, ce programme politique, qu'il est impérieux depuis longtemps. Sauf qu'il n'a jamais été mis en œuvre. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Fred Constant. Merci de m'avoir reçu. On va rappeler donc le titre de vos 2 ouvrages, donc une réédition géopolitique des Outre-mer. Je n'ai pas donné le sous-titre « Entre déclassement et revalorisation ». Et puis, il y a aussi donc Atlas, on le montre, Atlas des Outre-mer. Merci beaucoup. Merci. Merci Fred Constant d'être venu nous parler de ces 2 ouvrages. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye. À bientôt.